avec tout ce que rencontre évoque. Je vais donc rappeler quelques traits de cette rencontre et puis vous demander comment, disons, nous pourrions aller plus loin par rapport au projet qui est le nôtre et aussi de l'association que nous formons. Il y a eu un immense défaut à cette rencontre, ça a été que les moments de discussion indiqués n'ont pas eu lieu, d'abord entre les orateurs et puis avec la salle. Donc il y a quelque chose là qui est un défaut, disons, de notre affaire, mais il fallait qu'il y ait autant d'interventions, je crois. Il fallait qu'il y ait cette diversité opérante, des coïncidences. Cher Philippe, tu t'interroges sur ce mot, mais n'oublie pas qu'il est au pluriel, et que la vertu du substantif, c'est qu'il peut porter le pluriel, et ce pluriel de ce S à des coïncidences débloque la décoïncidence de ce qu'elle aurait déjà de coïncident, puisqu'il y a ce pluriel qui est à l'œuvre au départ de ce terme. Je voudrais quand même saluer d'abord ceux qui sont venus de si loin, qui ont eu toutes les difficultés à passer à travers les contraintes sanitaires pour venir jusqu'à nous et rappeler les premières conférences de cette rencontre. D'abord, cher Likuns, vous honorez de votre présence et ce que vous avez apporté de ce que vous avez évoqué comme ces deux coïncidences bloquées. D'un côté, celle des confucéens lettrés, de l'autre côté, des catholiques débarquants, et donc faisant entendre ce qui a été l'histoire récente, enfin moderne de la Corée, dans cette incapacité pour chacune des deux parties à un tant soit peu décoïncider pour ouvrir les conditions d'un dialogue. Et on sait à quel point l'histoire de la Corée moderne, récente, a été, disons, douloureuse, a été, disons, baignée de sang, et du sang des catholiques d'une part, mais du sang aussi causé par les Français débarquant en Corée. Donc vous nous avez rappelé cela, et vous avez d'entrée de jeu, d'emblée dans ce colloque, fait entendre cette charge de l'histoire. Et je vous remercie vraiment d'être venu ici pour redonner sens au mot dialogue. Dia, logos, dia c'est l'écart. Logos, c'est l'intelligible. Plutôt, logos, c'est le partage de l'intelligible, le commun produit à partir de l'intelligible. Mais cet intelligible produit parce qu'il y a de l'écart. Et cette notion de dialogue des cultures, qui est une notion souvent si molle dans nos contextes idéologiques en Europe, vous lui avez redonné force. Je m'adresse à Benoît Matot, je ne sais plus où il est, vous êtes masqué, vous êtes ici, merci. Vous êtes venu du Chili et de Valparaiso. Alors, entendons-nous bien, votre lecture décoïncidente de la mienne m'a beaucoup plu. Parce que vous décidez que c'est Dieu qui décoïncide. Moi, je trouvais plutôt que c'était Adam et Ève qui décoïncidaient. Mais si vous donnez à Dieu le rôle de décoïncident, de grand décoïncident, par rapport à l'homme qui serait recoïncident, ça me va très bien aussi. La question, ce n'est pas quel est le sujet de la décoïncidence, c'est qu'il y ait des coïncidences. Donc, vous l'attribuez à Dieu, ça me va très bien. Ce n'est pas ma lecture, mais c'est une lecture qui, disons, non seulement me convient, mais me donne à réfléchir sur ce qui est la décoïncidence comme chantier, comme processus, et non pas attribué encore une fois à du sujet, ça peut être Dieu. Marcello est parti, mais j'ai trouvé son intervention. J'honore d'abord ceux qui sont venus de loin, avant d'honorer vous qui venez de si près, avec cette notion de rationalité flexible, et donc cet apport qui a été le sien à travers ce français chantant, parce que décoïncider du français, disons, la façon de prononcer, laissant entendre un peu d'italien qui le faisait, enfin, de chant italien qui le faisait mieux résonner, cette capacité à penser effectivement à travers la flexibilité, souplesse, disponibilité, tout ce qui permet de ne pas se cantonner, se restreindre, se bloquer dans une coïncidence, souvent s'opéra à notre insu. De l'après-midi, alors c'est vrai que c'est pour ça qu'on n'a pas pu dialoguer, parce qu'il y avait cette surcharge d'intervention, mais je crois qu'il les fallait toutes.
Et de l'après-midi, tourné vers l'art, la décoïncidence à l'œuvre, avec l'idée que les artistes pensent avant les philosophes, soit qui est ma conviction, n'est-ce pas, qu'il y a Cézanne avant qu'il y ait Merleau-Ponty, et que les philosophes, comme dit Hegel, viennent tard, c'est la chouette de Minerve, viennent le soir, pas trop tard, j'espère. Cette idée qu'au fond, dans toutes les tables rondes organisées, la coïncidence fait disparaître, si je résume. Fait disparaître ce qu'on a sous les yeux, bien sûr. L'effet de coïncidence fait que ce n'est plus saillant, émergent. Donc ça, non pas disparaît, mais désapparaît. Et la décoïncidence a pour fonction de faire réapparaître ce qui a désapparu, justement, par la quotidienneté, par le regard, disons, lassé, etc. Alors j'ai trouvé... Je suis content d'une chose, c'est je trouve que toutes ces interventions se sont répondues, en fait, même s'il n'y a pas eu dialogue entre elles, et notamment entre Florence Mercier et Jacques Ferrier, on voyait au fond deux stratégies, l'une par le paysage, l'autre par l'architecture, mais non pas qui convergeaient, mais qui, disons, s'épaulaient l'une l'autre, se répondaient l'une l'autre, avec des stratégies fines. C'est le terme qu'a employé Florence plusieurs fois. Stratégies fines pour justement... faire décoïncider le paysage de l'attendu et donc de la capacité que nous avons à le voir, notamment quand vous avez réutilisé la métaphore, celle du canal mais qui est sans eau, et qui donc permet de faire ressaillir ce que pourrait être l'eau. L'eau dans un canal du fait justement qu'il n'y a pas l'eau qui coule, mais des fleurs, mais autre chose qui s'organise. En pensant, puisque Philippe a fini par Proust, cette phrase si belle, si forte de Proust, à la fin du temps perdu, qui n'a pas eu le temps de finir, quand il dit que la beauté d'une chose ne se manifeste qu'à travers une autre chose. La beauté d'une chose, on l'aperçoit mal parce qu'elle est coïncidente dans sa beauté. Il faut la métaphore, il faut la transporter pour que cette beauté apparaisse, émerge effectivement à l'attention. Cyril Desclés, je suis aussi reconnaissant d'avoir éclairé ça par un autre bout, mais finalement, cela se répondait, le théâtre, la mise en scène, tout ce qui a été ce que vous avez montré à partir de la photo d'un hangar aux États-Unis, et puis ce que vous avez progressivement aménagé comme... Alors le mot dispositif, il ne faut pas trop en abuser, mais disons de façon à ce qu'il n'y ait pas le temps mort de passage d'une scène à l'autre, mais qu'il y ait quelque chose qui, disons, maintienne en tension continuellement. Et puis ce que vous avez présenté à la fin comme pour échapper au confinement, à savoir cette disposition, disons, des sièges comme ça, des tabourets, des spectateurs, autour desquels évoluer la chorégraphie. La question du visible et de l'invisible, la question du faire apparaître, les peintres l'ont, je trouve, magnifiquement montré. Henri Darras, dont Bertrand Delcourt a retenu une citation, à travers Marcello aussi, à travers ce que vous avez dit, j'ai trouvé magnifique. La fresque de Sienne, Renaud Chabrier nous l'a fait vivre, n'est-ce pas? La remise comme ça en évolution. Donc la fresque est statique, et puis nous, au contraire, elle décoïncide de cette nature en se mettant en mouvement, en s'organisant en film, pour ensuite revenir sur le mur. Je crois qu'il y a là quelque chose d'essentiel. Et bon, tout cela n'est que point de départ. Renaud Chabrier reprendra la parole parmi nous dans le courant de cette année. Et ce qu'il y avait de nouveau par rapport à l'intervention précédente, en tout cas en colloque, c'est la musique. L'entrée de la musique, si j'ose dire, avec ce qui m'a paru très convaincant dans ce qu'il nous a dit Aurélien Dumont. J'ai regretté vraiment le manque de temps, parce que j'aurais aimé qu'on puisse l'entendre davantage, mais par l'orchestration. Au fond, l'orchestration, c'est ce qui fait entendre. Avec l'effet de reprise, avec l'effet d'écart ouvert par rapport à disons, la version simple ou disons, de départ, la capacité d'orchestration qui, alors c'était très bien montré avec le musique sérielle, c'était au fond, qu'est-ce que ça fait entendre qu'on n'entendait pas de la première version ou disons de la version simple
qui a été ensuite orchestré. Ça m'a paru très convaincant. Et vous voyez, le souci de notre l'orientation de cette rencontre, c'était de mettre à l'œuvre. D'où le clavecin qu'on a mis 2 mois à faire venir ici. Stéphane, je remercie de l'avoir accueilli finalement. Et c'est une des raisons pour lesquelles nous avons changé de lieu, parce que nous voulions le clavecin. Et donc convaincre celui qui le louait, celui qui le transportait, et celui, etc., que c'était possible finalement, pour mettre à l'œuvre, justement. Et vous avez été, je trouve, tellement présent dans le jeu du clavecin que vous nous avez offert, d'abord de façon plus pédagogique, en faisant entendre la version, je dirais, coïncidente, et puis ensuite en faisant entendre votre version à vous, avec votre lecture, et vous avez bien justifié pour que la partition vous permettait de, disons, de ne pas répéter ce que vous auriez si bien appris, mais de remettre un peu d'écart entre vous et l'œuvre, parce que vous maintenez la partition devant vous. Et cette évolution progressive de ce qu'il y avait de pédagogique votre intervention, puis le concert qui a suivi. Merci infiniment de nous avoir accueillis 2 fois ici. Pour ce qui est de cette journée, je ne vais pas reprendre toutes les interventions, bien sûr, mais je voudrais d'abord reconnaître ce qui a été le travail conceptuel, philosophique, de la première intervention de Jean-Pierre Bompier, qui a été lu par François Livonnet. Donc, dans ce que la philosophie a de technique. Et il y a aussi ça en philosophie, n'est-ce pas? L'humaniement des concepts, et puis, disons, l'effet d'argumentation qui en découle. Alors, le sous-titre, c'était du théologique au politique, et c'est pour ça que je tenais qu'un théologien vienne parmi nous. Bernard Bourdin, venant de la Cato, comme on dit, et se mettant à relire disons, la tradition chrétienne, pour faire entendre d'autres lecteurs possibles, ce qu'a fait déjà Benoît Matot hier. Et je suis très sensible à ce qu'est cette capacité de lire de près, ou du plus près, le texte biblique. Je pense que Bernard Bourdin a tout à fait raison de ne pas parler de Nouveau Testament, mais de Second Testament. Oui, sinon c'est déjà clos. Je crois d'ailleurs que vous êtes de l'école de Louvain, si je puis dire. Je me souviens à quel point, à Paris, Louis Marin, ou dans le contexte théologique, quelqu'un comme Guy Lafont, qui est mort l'an dernier de la Covid, avait attiré l'attention sur une autre possibilité, disons, de... Je ne sais même pas si le mot christianisme est encore opportun, mais disons d'une sorte de vocation chrétienne, à, disons, revenir au texte au plus près, en hébreu, en grec. Essayez de, ce que vous avez fait hier, à savoir de bien marquer la différence entre vu, aperçu, tous ces moments très précis du texte qu'il faut donc lire au plus près pour, disons, justement, évacuer ce qu'il y a de coïncidence idéologique qui ensuite s'est massifié dessus et refaire travailler le sens dans ce qu'il a d'inventif. Bon, je dirais que c'était un peu essentiel. Il fallait qu'il y ait l'Anthropocène. Merci Pablo Janssen d'être venu, malgré les difficultés que vous avez rencontrées, pour montrer comment une certaine coïncidence scientifique, techniciste et donc idéologique aussi, s'était imposée à nous, dont il fallait voir comment en décoïncider pour, disons, oui, sur la même formule, ouvrir des possibles pour l'humanité. J'oublie pas, Marc, ton travail sur l'ellipse et sa puissance. Oui, je crois que passer du cercle qui tourne en rond, n'est-ce pas? Le cercle, c'est circulaire. Or, c'est l'exemple de la philosophie classique. Chez Platon ou ailleurs, je veux dire, l'idéal, c'est le cercle. C'est le cercle, mais c'est le cercle dans sa circonférence parfaite, sa perfection idéale. La question à la fin du Philèbe, c'est de dire, oui, mais il y a le cercle parfait, mais existe-t-il? Revenons à la géométrie, comme ça, qu'on trace sur le papier. Alors, le cercle est plus parfait, mais disons, on est rentré chez soi, comme dit Platon. Et donc, il y a cet idéal du cercle que tu as comme ça, dont tu t'es décalé, en ouvrant cette possibilité de l'ellipse, en jouant entre rhétorique et géométrie, pour montrer comment ça roule du possible, et comment, effectivement, ne plus avoir un centre qui centre, mais avoir ce double ou cette duplicité de foyer qui fait que, voilà,
ça s'ouvre comme cadre possible, et je crois que c'est très démonstratif comme fait la géométrie, mais doublé par la littérature, alors là, c'est parlant en même temps que démonstratif. Alors, je ne sais pas comment mettre sous quel titre, ce n'est pas la pédagogie, ce que nous a évoqué Marc Lucas dans son Paris-Pékin, aller-retour, en nous faisant penser la différence entre le groupe et l'équipe. Là, je trouve que c'est très opérant. Le groupe, coïncident, et l'équipe qui doit se former, qui est issue d'un cheminement, et qui fait que, eh bien, on n'est plus dans disons, le grégaire et l'identitaire du groupe, mais au contraire, on est dans une possibilité processuelle qui s'ouvre, et vous avez montré toutes les difficultés à porter ça ou promouvoir cela, mais effectivement, je crois que c'était tout à fait parlant également. Alors, l'après-midi, il y a été une sorte de cascade, vous en êtes épuisé sans doute, d'intervention. Si nous avons tenu à commencer par la traduction, c'est parce qu'on commence par la langue, c'est tout. C'est la langue. C'est la langue, l'écart des langues. Et disons, alors c'était, à mon sens, très précieux d'entendre un peu parler chinois, d'entendre un peu parler coréen, donc nous sortir de notre famille de langues, qui est cette coïncidence première dans laquelle nous sommes, et nous pensons à savoir l'européen ou l'indo-européen, pour entendre des langues d'ailleurs, hors de la famille, hors de l'ère de famille, et qui donc montraient à vif, problème de traduction, pour traduire un mot, tout ce qu'il faut forger, et ce n'est pas forcément la même chose en chinois et en coréen, même si le coréen a connu l'influence chinoise. Donc c'est ça du chantier, n'est-ce pas, du chantier. Et le traducteur, il est en chantier. Chantier qui est jamais fini, mais qui fait que ce travail infini de traduction, eh bien, inspire la langue elle-même. C'est ça qui me paraît essentiel. Alors, les interventions, parce que juste une sorte de façon de dire au revoir, si vous voulez, mais au revoir pour se revoir, qui est cette intervention autour de mauvais termes, hein, médias, médiation, tout cela n'est peut-être pas forcément ensemble. De Soyer Bertrand Lecourt, je retiens une chose essentielle, parmi toutes celles qu'il a apportées, à savoir comment on passe d'avocat à médiateur. Ah, ça me touche. Parce qu'il y a la coïncidence du bon droit, du j'ai raison, l'adéquation, n'est-ce pas, de cela. Et puis, comment ça se fissure par une possibilité que notre société appelle de plus en plus, ne serait-ce que parce que les tribunaux sont encombrés, mais il y a une raison positive à cela aussi, qui est cet art, comme ça, plus oblique, de art, stratégie, du médiateur qui décentre, qui fait advenir l'ellipse en quelque sorte, et qui, disons, fait qu'au lieu d'avoir deux parties en opposition l'une avec l'autre, il faudrait trancher dedans, comme vous le dites bien, par un arrêt, donc on arrête, poum, c'est fini. C'est ce processuel de la médiation qui permet de décaler les positions, faire que chacun décoïncide un peu de ce qu'il pensait être l'adéquation et la vérité de l'affaire pour ouvrir du possible. Alors, j'ai été sensible à ce qu'il y avait un peu de tension possible entre le propos de Nicolas Martin, ancien journaliste se présente-t-il, mais enfin défendant la profession ardemment, et puis Paul-Henri Moinet. Et je crois que c'était très intéressant parce qu'il y avait là quelque chose qui aurait dû se mettre en dialogue davantage, il fallait plus de temps. Mais disons, Paul-Henri Moinet, je trouve, très bien évoqué ce qui était cette possibilité, enfin, ce qui menace, n'est-ce pas, même si le terme média est toujours un peu fouillé. Vous l'avez dit, c'est un paquet avec disons, le ruban tout autour, oui, sans doute. En même temps, ce n'est pas évidemment les journalistes, c'est la fonction médiatique, tout cela devrait être sans doute à travailler de plus près, sans doute en dialogue les uns avec les autres. Mais il me paraît quelque chose d'essentiel, c'est que, au fond, les deux propos rouvraient du possible. Nicolas Martin a fini par une sorte d'incantation, n'est-ce pas, de rêve, d'incantation sur la façon dont on pourrait rouvrir
ce qui se trouve comme ça scellé, en évoquant notamment deux logiques possibles, d'implication, d'explication, donc de causalité ou de propension, non pas pour que l'une exclue l'autre, mais pour, disons, pouvoir conjuguer l'une et l'autre, et, disons, décoincer ce qui, sans doute, bloque. Tout cela m'a paru très, très éclairant, sans doute avec trop peu de temps pour l'évoquer, mais essentiel à marquer, parce que, avec le souci que nous avions, c'était de... Et c'est ce que je souhaite pour l'association, c'est qu'elle puisse rencontrer la société, qu'elle puisse rencontrer le monde syndical, le monde politique, enfin qu'elle puisse déborder, disons, cette disons, première assemblée que nous formons, vers des lieux où la décoïncidence serait sans doute à promouvoir, et disons que le syndicalisme, la vie politique, je crois, appelle cela, et appelle donc de nous une démarche en ce sens. Alors, la dernière table ronde, je n'en dirai pas plus, puisqu'elle vient de s'achever, et donc qu'elle n'a pas été recouverte par les suivantes, mais je crois que la question finalement de genre, on ne pourra pas l'éviter. Donc il faut effectivement la saisir de façon sérieuse. Je crois que Laurent Bibard a montré quel serait ce chantier-là. Et comme il y a une conférence de lui prévue cette année, eh bien, nous allons poursuivre dans cette réflexion. Pablo Jensen, vous avez fait réentendre un pas plus loin votre engagement. Et tout cet après-midi est tourné par ça. Vous l'avez vu qu'elle a été portée par de la passion. Passion d'un engagement à faire advenir. Marc Smial a fait entendre, alors avec véhémence, sur le mode du je ne dirai rien ou je veux pas ou j'ai peur, a fait l'inverse évidemment pour faire retentir une expérience, la vôtre, de créateur, cofondateur, puisque votre coéquipier est aussi ici, ce qui était peut-être la seule possibilité qu'on ait, ou la plus disons, je crains le mot adapté, puisque je prône l'acceptation, disons la plus pertinente, qui est le discret, le silencieux, la non-posture, ce qui, disons, ne s'impose pas, ne s'offre pas en spectacle, mais au contraire, on croirait en douceur, mais cette fissure cheminante permet d'arriver à modifier les comportements, et là où c'est sans doute le plus difficile, en entreprise, au sein de l'institution, bref, de faire passer la transformation qui n'est plus le changement, cette transformation, oui, silencieuse, sans début ni fin, mais qui travaille comme ça, et qui permet ce cheminement ouvrant des possibles. Je crois que cela est important parce que, au fond, c'est maintenant ce que je voudrais vous adresser comme question, à savoir, qu'allons-nous faire à partir de là? Nous avons créé cette association il y a 1 an, au moment du second confinement. Quelque chose a pris forme, se configure, pour reprendre un terme qui est souvent utilisé, qu'on a recouru aujourd'hui, se configure, c'est-à-dire faut faire figure ensemble, configure, ça fait figure ensemble, ça, c'est pas projeté, c'est pas modélisé, c'est que des rencontres se sont faites. Des rencontres se sont faites comme cela. Certaines étaient déjà préparées, d'autres sont venues ensuite. Il y a là-bas un manifeste ou un prospectus, comme on dit, mais c'est plus qu'un prospectus, c'est un texte d'engagement pour essayer de déployer notre association. Et je souhaiterais que, d'une part, le texte qu'on a proposé comme seconde version de cette association, on avait fait il y a 1 an, qui était périmé, puisqu'on a commencé à exister effectivement. On en a fait une version nouvelle que vous trouvez donc ici, mais c'est un texte souche, comme on dit, c'est-à-dire c'est un texte qui est à reprendre. Moi-même, j'ai réécrit plusieurs choses, plusieurs parties dans les dernières semaines. Donc voilà, c'est un texte décoïncident lui-même, puisqu'on va constamment le réécrire, grâce à notre expérience, grâce aussi, j'espère, à vos critiques, à tout ce qui peut, disons, contribuer à faire de... C'est un peu, excusez-moi la comparaison, mais... le texte, la Déclaration des droits de l'homme, etc., on a cessé de le réécrire. C'est un texte souche. Donc, je crois qu'il faut que nous envisagions cela comme étant... ce colloque marque une seconde étape.
Alors, si c'était il y a un an la naissance, là, ça serait le baptême, quelque chose comme ça. Si on reste dans le contexte du théologique, on va dire ça comme ça, mais il faut qu'on aille au-delà. Donc, je souhaiterais maintenant à l'occasion du pot qui va suivre, mais surtout par tout ce qui va se tramer entre nous, et j'espère au-delà de nous, permettre de donner sens et force à ce que j'ai entendu à travers toutes ces interventions, et encore plus celle de cet après-midi, à savoir de la passion, de l'engagement, engagement éclairé bien sûr, et donc face à une résignation possible ou un enlisement qui nous menace, cette possibilité de retrouver des initiatives. Initium, en latin, c'est début, commencement. L'initiative, c'est ça. On s'est beaucoup, interrogé sur la fonction du sujet. Est-ce qu'il y a encore des sujets possibles? Et je vois que le terme de décoïncidence, justement, par son substantif que critiquait Philippe, fait apparaître qu'il n'y a pas de sujet de la décoïncidence. C'est pas... je peux dire je décoïncide, mais il y a de la décoïncidence qui travaille. Et ça qui me paraît important, c'est cet aspect processuel, en situation, qui s'engage. Et je crois que si la figure du sujet se justifie encore aujourd'hui, ce n'est pas en tant que sujet qui se pose, qui s'impose, posture, comme a dit Marc tout à l'heure. Non, c'est en tant que sujet d'initiative. Initium, en latin, du début. Je pense que nous sommes tous porteurs de début possible, et c'est cette, cette association des initiatives qui, me semble-t-il, pourrait porter ce titre de décoïncidence au pluriel, avec cette notion de terrain qu'on a évoquée à travers ces 2 jours. C'était des propos de terrain, et à travers l'art, et à travers ce qui a été dit cet après-midi aussi, de façon à déployer cela, à le promouvoir, de façon, donc, au sein d'une association. Ce qui signifie que si nous sommes associés, il faut que l'initiative vienne de tout le monde. Pour l'instant, pendant 1 an, cette association a été encore, non pas hiérarchique, mais disons, avec une sorte d'initiative trop centrée. Et je souhaiterais que maintenant, il y ait des initiatives qui, soit parce que des gens sont au même endroit ou sur le même terrain, donc qu'il y ait à partir d'une communauté de pratique ou une communauté de région, qu'il y ait donc des initiatives qui puissent se déployer, et l'association a pour, à mon sens, vocation de faire qu'elles se rencontrent ou qu'elles se fassent écho. Encore une fois, je crois que ce que nous portons, nous sommes nombreux à le porter, mais nous ne sommes pas nombre. Et en même temps, nous n'avons pas de slogan, nous n'avons pas prêcher, nous n'avons pas rétablir une coïncidence idéologique. Donc c'est très difficile. Mais je crois que c'est cela qui importe, et je souhaite que, donc, il y ait un nous divers, pluriel, qui vienne maintenant marquer un second temps de cette association, et que nous y soyons tous sujets d'initiative. Merci pour votre présence. On peut boire un peu.